Mardi 2 novembre 2021, c'est donc le premier numéro de ce 11e mois de l'année 2021. Nous sommes bien sûr dans votre émission d'information, l'actualité en débat. L'actualité en débat qui reçoit souvent les mardis Adam Adjouanou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, et Germain Pouli, le directeur de publication du journal Togo Réveil, qui est dans les kiosques depuis vendredi au prix de 250 francs, et Vision d'Afrique qui est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs également. Germain, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espoir 47. Adam, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer avec ce fait divers. Les classes ont repris et vous allez voir en début de week-end, souvent les vendredis, des élèves qui vont louer des véhicules pour faire la fête avec leurs amis et ceux sur la grande voie, sans compter la vie des personnes qu'ils mettent en danger. Germain, à qui peut-on imputer cette faute? Qui la faute, c'est d'abord aux parents, parce qu'il s'agit bien des élèves, et logiquement, ces élèves n'ont pas les moyens de louer une voiture qui coûte bas-mot 15 à 25 000 francs minimum. Donc si l'élève déjà trouve à manger toute la semaine, et qu'en début de week-end il a encore des moyens pour louer la voiture, après il faut dépenser dans les bars, dans les discothèques, et ça fait beaucoup d'argent. Et c'est au-delà du SMIC que cet élève-là va claquer en une soirée. Et s'ils sont nombreux, c'est plusieurs fois, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent vient des parents. Maintenant, je ne dis pas que les parents le laissent forcément à la disposition des enfants, mais c'est que cet argent est accessible, qu'il soit volé, qu'il soit donné à ces enfants-là. Je crois que la faute revient à ces parents-là, qui déjà laissent la permission aux enfants de sortir en pleine période de cours. Il ne s'agit pas des vacances, il ne s'agit pas des congés, il s'agit que du week-end et que les élèves sont censés revenir à la maison, reprendre tous les cours, donc réviser les cours qu'ils ont reçus pendant la semaine. C'est pas en allant faire la fête, en buvant, que le lendemain, samedi, on se réveille en bon état pour pouvoir étudier. Forcément, on va faire la grasse matinée avec les malaises qui vont avec ce genre de fête. Le week-end est foutu. Donc si les parents ne surveillent pas les enfants pour s'assurer que vendredi soir et samedi, ils étudient leur cours et qu'ils sont à la maison, qu'ils ne sortent pas, et vous verrez que certains, et là je parle des parents qui ne savent pas, mais il y a des parents qui mettent même des voitures à la disposition des enfants, parfois avec chauffeur ou sans chauffeur. Donc à partir du moment où l'enfant sait conduire, on pense que c'est suffisant, mais on oublie qu'une fois en ville, surtout en France, ça donne à l'alcool, et qu'aucun conducteur sous l'effet de l'alcool n'a jamais bien conduit une voiture. Donc ça va rester un désordre, parce que même s'il sait conduire, même si par miracle il a un permis, il n'a pas cette expertise-là pour conduire dans un état d'ébriété. Nul autre n'a cette expertise. Donc je pense que c'est déjà aux parents. Maintenant, pour ceux qui sont au-delà de 18 ans, on peut estimer qu'ils sont responsables, mais nous sommes dans une tranche d'âge. Mais la plupart de ces cas, vous voyez, ce sont des jeunes, des oui, collégiens, tout à fait, c'est l'adolescence, c'est un âge où il faut surveiller les enfants comme du lait sur le feu. Alors, Adam, même question pour vous, à qui la faute? Les enfants, les collégiens que vous voyez? C'est à la mauvaise camaraderie. C'est vrai que Germain le disait tantôt, on ne peut pas quand même systématiser le système. Il faudrait plutôt le sectorier, suivant le fait que sont souvent les enfants des parents plus ou moins qui s'en sortent bien. Je ne vais pas dire des parents nantis, qui s'en sortent plus ou moins bien. Et le phénomène également n'est pas nouveau. Ces gens d'enfants existent. Il n'y a pas que seulement Lomé, vous allez les voir également sortir même en province pour aller faire les week-ends, des fois
à l'insu des parents, mais des fois également, certains parents essaient également de les accompagner, du fait qu'il y a donc des moyens. Et c'est en ce sens que moi j'estime, puisque lorsque vous prenez, surtout lorsque nous parlons des enfants nantis, puisque dans le cas d'espèce, ce sont des enfants modestes, les enfants nantis, à ce que je sache, pour la plupart d'entre eux, sont assez, ils sont beaucoup plus surveillés. Et leur sortie, c'est rare de les faire comme ça. Ils les font sous autorisation, ils sont accompagnés et des fois mis à leur disposition dans des voitures. Donc je pense que ces cas modestes-là est lié à mon humble avis à la mauvaise camaraderie, qui font que ces enfants, étant donné qu'il y a un d'entre eux qui a pris l'habitude de pouvoir donc s'adonner à 16 ans de tout, il se fait drainer et par ses camarades qui risquent donc de reprendre encore la route. Mais lorsque le phénomène inverse arrive, lorsque vous ne venez pas d'une famille riche et que vous tombez dans cette cohorte-là, c'est ce qui conduit éventuellement à des actes non souhaités. Vous allez constater que, à force de pouvoir être toujours dans cette cohorte-là, vous risquerez évidemment d'aller faire des actes déviants qui ont conduit la plupart d'entre eux, par exemple à la prison, etc. C'est là où également naissent aussi les attitudes de vol, etc. Puisque vous voulez coûte que coûte arriver donc à le faire. Mais je pense que, ceci étant dit, la responsabilité incombe aux parents, et quel que soit l'enfant qui soit donc au secondaire, vous allez constater que déjà la rigueur de le suivre diminue au fur et à mesure, puisque on se dit voilà, il est arrivé à un âge où il peut faire des discernements et prendre des décisions, en tout cas les meilleures décisions. Or, ce n'est pas toujours évident. C'est en ce sens que je dis, quel que soit, à partir du moment où l'enfant, voilà, l'enfant est toujours sous. Voilà. Peut faire des discernements. Tout à fait. Bon, de toutes les façons, il y a des enfants de 16 ans aujourd'hui qui ont déjà le bac. Donc, voyez-vous, ça vous avez dit quelque part que c'est un enfant qui est déjà mûr, qui peut normalement prendre des décisions assez sages. Mais ce n'est toujours pas évident. Donc, en conclusion, je pense que la faute revient toujours aux parents. Quelle que soit la maturité de l'enfant, il faudrait toujours l'accompagner. Il a toujours besoin des parents pour essayer de lui montrer, de lui frayer les chemins qu'il faut pour prendre les meilleures décisions et éviter, puisque après tout, ce sont les noms de ces parents-là qui sont, lorsque le malheur arrive, ce sont les noms de ces parents-là qui sont sur la place publique et personne ne voudrait pas que son nom puisse être sali du fait que son enfant est connu donc des actes déviants. Je pense que quelle que soit l'éducation que vous donnerez à votre enfant, il vous reviendra naturellement quand vous dites que voilà, il est mal éduqué. Je pense que c'est le parent qui prenne un coup. Donc, en conclusion, ce sont les parents qui doivent toujours continuer par surveiller les enfants jusqu'à leur maturité et leur permettre une insertion avant donc de vous relâcher. Alors, Germain, est-ce qu'on ne peut rien reprocher aux enseignants, puisque souvent ces enfants-là sont en tenue, puisque c'est les vendredis, la plupart du temps, ceux que j'ai eu à voir, ce sont les vendredis. Est-ce que les enseignants n'ont pas un rôle à jouer? Bon, les enseignants, peut-être, mais pas tout à fait, parce que même si c'est aux heures de cours, à partir du moment où c'est en dehors de l'établissement, oui, c'est-à-dire que les enfants sortent des cours, ils ne le font pas dans l'établissement. S'ils le font dans l'établissement, on pourrait peut-être dire ce que les enseignants pourraient aider un peu. C'est vrai qu'aussi que leurs amis peuvent venir les récupérer dans les établissements. Mais là, vous savez, c'est compliqué. Et aujourd'hui, surtout dans certaines écoles où ces enfants-là font tout pour avoir un peu les enseignants dans leur poche. C'est-à-dire que c'est des enfants qui savent corrompre un peu, entre guillemets, les enseignants avec des petits cadeaux, avec tout qu'on sait. Et ça fait que les enseignants, déjà, même quand ils n'ont pas de bon comportement à l'école, c'est difficile que ces enseignants aillent le dire à leurs parents. Parce qu'avant, quand vous vous comportez mal, le premier réflexe de l'enseignant, c'est d'aller dire... Convoquer vos parents. De convoquer les parents et de dire c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas cette communication-là entre l'école et les parents. C'est vrai qu'il y a des associations de parents d'élèves
sont généralement affiliés à presque la quasi-totalité des établissements. Mais ça ne se fait pas comme avant où il n'y avait même pas d'association de parents d'élèves. Mais tout de suite, on vous identifie, tout de suite, on sait comment retrouver vos parents. Et on le dit, et souvent, quand les parents aussi amènent des enfants, ils les confient à des enseignants. Ils le disent, mais il faut le corriger. S'il déconne, il faut le frapper. Aujourd'hui, il n'y a pas... On interdit le bâton dans les écoles. Et donc, tout ça a fait que les enfants ont eu beaucoup de droits. Et avec les réseaux sociaux, et ça, c'est des choses qui se passaient avant dans les pays occidentaux, qu'on voyait un peu dans certains films. Mais aujourd'hui, c'est des réalités donc, dans nos pays. Et les enseignants sont un peu dépassés. Déjà qu'à l'intérieur des écoles aujourd'hui, avec le phénomène des boissons et des drogues dans les établissements, les enseignants il y a plus cette histoire de semaine culturelle. Sont débordés, oui. Quand on voit les enfants se déchaîner, parfois même encouragés par certains enseignants qui pensent qu'il faut les laisser se distraire parce que c'est leur semaine. Surtout lors des caravanes, vous voyez enseignants, élèves en train de Voilà, donc vous voyez que c'est un peu difficile. Mais je crois que comme ça ne se fait pas au sein de l'établissement, on peut quand même dédouaner les enseignants parce que les élèves sortent et ils vont en ville. Une fois que les élèves sortent de l'école, ils ne sont plus sous l'autorité des enseignants. C'est comme s'ils sont pratiquement à la maison. Quand ils quittent l'école, ils sont censés être à la maison, donc après ce qu'ils font en ville. Peut-être, mais en même temps, pour les enseignants qui le savent, je crois qu'ils pourraient aider les parents en tirant la sonnette d'alarme pour prévenir. Généralement, ils ne le font pas. Peut-être pas de mauvaise foi, mais après, les choses s'aggravent. Et parfois, on n'arrive même plus à récupérer ces enfants-là parce que quand ils arrivent à un niveau où ils dépensent le salaire de l'enseignant en une soirée, après, c'est plus l'école qui l'intéresse. Peut-être que ça dépasse le salaire de l'enseignant. Voilà, c'est comment gagner vite de l'argent et donc le faire. Maintenant, il y a des parents vraiment qui ne se donnent pas le temps d'éduquer les enfants. Généralement, ils laissent tout à la charge de la maman, les hommes surtout. L'homme pense que son rôle, c'est de nourrir la famille. Donc, il court toute la journée. Il finit, peut-être il va prendre sa petite bière pour se défouler un peu. Il vient juste manger et dormir. Donc, tout ce qui se passe, c'est la maman. Et vous savez, un peu les mamans sont un peu protectrices. Donc, elles n'ont pas envie d'exposer aussi les enfants au papa. Et donc, souvent, les papas sont les derniers à découvrir ce genre de situation. Voilà, et donc, il faut que les parents aussi s'occupent un peu. Les papas, je veux dire, parce que ça repose essentiellement sur les mamans. Il faut que les papas perdent un peu de temps pour s'occuper, parce que ça ne peut pas être la seule charge de la maman, et c'est ce qu'on constate dans la plupart des familles. L'homme croit que son rôle, c'est d'aller chercher l'argent, subvenir aux besoins financiers et matériels de la famille. Mais l'éducation est laissée pratiquement à la seule charge, soit des parents, soit de la bonne, ou soit du répétiteur. Et je pense que nous, les hommes, on doit revoir un peu plus les choses. Et surtout, il s'agit beaucoup plus des enfants garçons, que les mamans ont beaucoup de mal à maîtriser. Il faut une autorité, il faut un homme pour pouvoir les recadrer. Alors, Adam, vous partagez le même avis que Germain. Du moment où les élèves ne sont plus dans l'établissement, là, les enseignants sont dédouanés. Oui, bon, c'est vrai que la responsabilité, à mon avis, des enseignants est tellement limitée. Puis c'est vrai qu'aux heures de cours, c'est vrai qu'ils sont avec les enseignants, mais la plupart du temps, je pense que l'attitude de l'enfant dépend, en fait, est le reflet de ce qu'il, donc, le comportement qu'il a donc à la maison. Et c'est d'ailleurs même ce qui fait que cela adoucit en temps normal un peu la charge aux enseignants. Et lorsqu'il y a un enfant récalcitrant comme ceux-là, vous allez constater que ce sont aussi des enfants assez bruyants, qui ne donnent pas assez de temps à certains enseignants, et donc débordés. Certains, bon, ils font avec ceux qui sont plus ou moins dociles.
Puisque c'est tout comme si quelqu'un qui disait lorsque vous voulez tout contrôler, vous contrôlez, finalement plus rien. Donc c'est en ce sens que ces enfants de jour après jour continuent dans cette dérive-là et ça devient pratiquement donc de la catastrophe. Dans ce sens, moi je pense que la responsabilité des enseignants est tellement limitée. Tout repose essentiellement sur les parents. Et comme venais de le dire, aujourd'hui lorsque vous prenez surtout avec cette vie où karma la survie qui est devenue très difficile, il est rare de pouvoir voir un parent qui s'occupe véritablement donc de l'éducation des enfants. Et lorsque vous avez des mamans qui ne peuvent véritablement pas tenir la hauteur des souhaits de l'éducation qu'il faut pour des garçons, puisque le garçon est plus difficile à pouvoir supporter que les filles, et souvent, comme je parlais tout tantôt des actes déviants, vous allez le constater généralement chez ces garçons-là qui sont difficiles donc à supporter et transcendent parfois donc les limites à eux donc offertes par les parents. Et ce n'est pas la même chose chez les filles. D'ailleurs, même dans ce cas de figure, il est très difficile de pouvoir relever des filles qui se comportent ainsi. Donc je pense que quelque part, à un âge donné, déjà à partir de 10 ans, il faudrait que le parent également ait un œil regardant sur l'éducation, surtout du garçon, sans quoi, des fois, les mamans, quel que soit le Dieu qu'elle voulait donc faire imprimer, ils sont tout de suite donc débordés, compte tenu du fait que les enfants ont toujours des astuces à pouvoir donc les échapper. C'est en ce sens que moi je pense que essentiellement la responsabilité des parents est beaucoup plus engagée dans ce cas de figure, parce que si nous laissons tout le temps la charge, parce que moi je m'inclus dedans, parce que c'est cet aspect de la chose nous concerne assez, puisque nous partons de la maison et nous rentrons très tardivement. À peine vous voyez ceux qui tiennent encore, bon, vous les voyez le lendemain encore, vous partez très tôt. Ou carrément au moment où ils sont en train d'aller à l'école, vous n'êtes pas encore réveillé. Et donc, vous voyez, donc, vous pouvez confondre comme ça, fait 4-3 jours sans réellement apporter quelque chose dans l'éducation de l'enfant. Et là, de toutes les façons, c'est vrai, la maman les plus dure. Et aujourd'hui, moi, la chose même va au-delà. Parce que lorsque j'écoute beaucoup parler, l'éducation de l'enfant, ou surtout ceux qui réussissent, ceux qui sont beaucoup plus reconnaissants, s'ils le disent, ils le doivent pratiquement aux mamans. Et je pense que lorsque vous prenez plus de 50% des foyers, c'est le cas. Et même au niveau surtout des autorités, d'ailleurs, même eux, pratiquement, ils n'ont jamais eu le temps. Et lorsque vous n'avez pas une maman qui est assez dure, vous voyez, donc l'éducation de l'enfant prend de suite un coup. C'est en ce sens que moi, je pense que nous devons, au-delà de cette charge-là, et essentiellement le fait que nous savons véritablement que la vie est devenue très difficile et il faudrait véritablement ça travailler, disons, à la hauteur de 100 000 pour avoir 10 000 francs. Donc, vous voyez, vous occupez pratiquement toute la journée. Mais il n'en demeure pas moins, étant donné que chacun veut l'éducation des enfants, surtout des garçons. Alors, de s'occuper de l'éducation des enfants, ceux qui s'occupent essentiellement de l'éducation ou bien de l'avenir de ces enfants, ce sont les enseignants. Et bien, le syndicat, là, la FESEN, a lancé un mot d'ordre de grève les 3 et 4 novembre prochains, c'est-à-dire mercredi et jeudi. Demain et jeudi, les enseignants ne feront rien. Alors, Adam, je reste avec vous. Est-ce que nous allons vers une année scolaire mouvementée? Au début, on l'avait dit que ça ne va rien donner, mais là, le mot d'ordre de grève est lancé et on est venu à l'étape de menace. Non, menace, bon, c'est vrai, mais c'est vrai que je n'ai pas de suite lu le contenu de leur feuille de route revendicatif. Mais ce que j'aimerais dire de toutes les façons, ils sont sur la table des négociations, il y a des choses qui peuvent l'être. Et moi, je pense que le gouvernement, à un moment donné, avait satisfait une partie de cette doléance-là qui était liée donc à la proclamation des concours. Mais ce que c'est également... C'était pas suffisant selon... Il y avait des promesses oui, de toutes les façons, depuis qui ne sont pas tenues jusqu'à... Oui, les promesses sont là, mais également le gouvernement aujourd'hui a, disons, des motifs d'excuses en ce qui concerne le fait qu'on ne puisse pas tenir certaines promesses. Et ça, je pense que c'est tous les secteurs d'activité qui peuvent éventuellement, parce que lorsque nous prenons le budget, d'ailleurs même pour la même année, le budget est revu pratiquement à la baisse pendant plus de 2 fois, à ce que je sache. Donc, et surtout lorsque ce secteur d'activité-là
nous savons, lorsque nous prenons la globalité de l'effectif de la fonction publique, au jour d'aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont eu à bénéficier énormément, disons, de certains avantages. Et donc, je me dis, c'est vrai que les promesses sont là, mais au même moment, au regard des difficultés, il faudrait quand même qu'il y ait un discours d'objectivité à l'égard de ces enseignants-là. Moi, je me disais au début de la rentrée, le mot d'ordre de grève qui avait été lancé ne devait pas prendre compte du fait que le gouvernement devait donc faire des recrutements. Et ça allait amenuiser, sans quoi affecter pratiquement ce mot d'ordre de grève. Et on n'est pas aussi loin de ça. Nous l'avons vu, je pense que c'était l'année dernière, où un mot d'ordre de grève était lancé. Le gouvernement n'avait pas de suite pensé donc, à une négociation. Il a mis la réalité sur la table. Donc, ils ont commencé la grève, mais de suite, ils ont été rattrapés. Et donc, je pense que, étant donné qu'il y a des promesses, mais également, il y a beaucoup d'autres préoccupations. Et il faut échelonner en réalité dans ces préoccupations-là. Aujourd'hui, il n'y a pas que eux qui attendent. Et lorsque nous prenons aujourd'hui le fait que même au niveau de la fonction publique en général, sans compter l'effectif des enseignants, il y a un manque criard. Et le gouvernement aujourd'hui essaie de voir de tous les côtés, voir dans quelle mesure on peut également recruter d'autres personnes. Donc je vois mal que ces préoccupations puissent être quand même prises en compte et être résolues, mais l'essentiel est qu'ils sont sur la table de négociation. Il faudrait qu'il y ait un discours d'objectivité qui leur permet véritablement de savoir ce qu'il y a dans la cagnotte, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et moi, récemment, c'est vrai que lorsque nous rentrons au niveau de l'intérieur, c'est vrai qu'il y avait des inspecteurs qui se plaignaient le fait qu'aujourd'hui, on leur demande tout le temps d'être sur le terrain, mais il n'y a pas de voiture de locomotion, il n'y a pas de matériel de locomotion aujourd'hui. Je pense qu'il y a une dotation qui leur permet désormais d'avoir des voitures, d'être sur le terrain. Et je pense que, bon, tout le monde connaît l'attitude du professeur Kokoroko, qui ne s'empresse pas à vouloir tout de suite satisfaire donc à ses besoins des enseignants lorsqu'il lance un mot d'ordre de grève. Il les laisse faire. Et au moment opportun, il essaie véritablement de trouver les astuces nécessaires pour véritablement échanger avec ces enseignants-là. Et je pense que cette dynamique-là devait continuer. Et dans cette grève-là, je sais qu'elle passera, mais ils essaieront quand même de trouver des voies de sortie. Alors, vous avez évoqué le professeur Kokoroko tout à l'heure, et bien suite à ce mot d'ordre de grève, le ministre Kokoroko a convoqué une réunion à son cabinet jeudi prochain. Germain, est-ce une façon pour le ministre de dissuader les syndicalistes à aller en grève? Non, je pense que je parlais de jeudi prochain. Ah non, c'est déjà le jour de la grève. Le second jour de la grève, donc il laisse faire la grève d'abord et il discute. Et vous savez, même la grève dans ce pays a montré ses limites parce qu'il y a eu un peu trop de grèves entre-temps, tout comme les manifestations publiques politiques, au point où finalement, quand on menace d'aller en grève, ça ne dit plus rien aux autorités, surtout quand elles savent qu'elles ont fait l'essentiel avec les moyens dont elles disposent. Et donc ça ne dit plus rien. Donc vous voyez que le ministre veut bien discuter, mais il laisse faire la grève d'abord, parce que j'ai un droit d'aller en grève. Et vous allez, vous faites la grève, mais après, les jours de grève, vous savez que vous n'êtes pas payé. C'est pas comme avant, les gens font la grève, après ils réclament, on leur paie et tout ça. Aujourd'hui, même des chantages. Voilà, vous décidez de ne pas travailler. Bon, l'État a pris note. Vous faites vos jours de grève. Et après, maintenant, vous venez discuter. Donc, je pense que c'est une bonne chose, cette initiative du ministre. Et c'est déjà le témoignage d'une vitalité de la démocratie chez nous et de l'état de droit. Vous savez, avant, on ne voulait pas entendre parler de grève. Vous verrez que quand les enseignants annoncent la grève, même précipitamment la nuit, là, le gouvernement va tout faire pour trouver un terrain d'entente, même s'il faut faire des promesses qu'on ne peut pas réaliser. Et après annoncer à la TVT la nuit d'avant la grève que la grève est suspendue. Mais on n'assiste plus à cela, parce que finalement le mécanisme est bien rodé et
avant la rentrée, il y a eu quand même cette rencontre que le gouvernement a initiée pour espérer avoir une rentrée scolaire sans quoi. Et le gouvernement est dans cet esprit. Maintenant, si certaines fédérations estiment qu'elles doivent aller, elles iront. Il y en a d'ailleurs hier qui ont fait une sortie pour se désolidariser de ce mode de grève. Donc ça veut dire que certains iront, d'autres n'iront pas. Ceux qui iront en grève ne seront pas payés pour le jour de grève et après viendront discuter. Donc je crois que la grève doit être l'ultime arme. Il ne faut pas la brandir à tout moment, surtout qu'aujourd'hui ça ne sert à rien parce qu'en réalité ce dont je vous parle, si c'était il y a une dizaine d'années, vous verrez que même nuitamment on allait chercher ces responsables syndicaux là pour obtenir de la suspension de cette grève. Mais aujourd'hui il n'y a plus ça parce que quelque part les enseignants aussi ont exagéré dans l'utilisation de cette arme ultime là qui fait que l'employeur ne panique plus. Quand vous dites vous ne travaillez pas, bon, ok, vous restez, c'est votre droit d'aller en grève. Après, on discute. Donc, vous verrez que la posture du ministre montre bien ce que je suis en train de dire pour dire, bon, allez exercer votre droit de grève. Après, vous revenez, on discute. Vous pourrez également aller, vous savez, cette situation a eu lieu un peu similaire au Bénin, où ils sont partis en grève pendant des mois, au point où le président Talon a fait voter une loi. Actuellement, même il y a un pays, vous pouvez prendre le Gabon. Voilà, le Gabon et la RDC. On ne peut pas aller en grève pendant plus de 10 jours dans l'année. Les gens ont crié, mais cette loi est passée. Et on ne peut pas aller en grève pendant plus de 4 jours, je pense, d'affilée. Oui. Donc, aujourd'hui, on arrive à cela. On dit que la grève, c'est pas... Il faut aller à la grève quand il n'y a plus d'autres solutions. Il ne faut pas aller en grève parce qu'on veut menacer l'employeur. Après, aujourd'hui, l'État, l'employeur, c'est que, bon, il fait de son mieux. Il sait qu'il a une partie surtout que aussi. Ce n'est pas le seul secteur. Voilà, donc, ça fait que moi, je crois que ce syndicat-là qui a lancé cette grève-là, là, épuise vraiment ses cartouches. C'est un peu regrettable, mais vous verrez que c'est une grève qui n'aura pas beaucoup d'effet sur le déroulement normal des cours parce que plusieurs enseignants, au-delà de ce qu'on peut dire, reconnaissent qu'ils ont obtenu plusieurs avancées dans leurs conditions de vie et de travail. C'est vrai qu'il faut mettre la pression, on n'est jamais totalement satisfait, on demande toujours, surtout quand on sait que l'État peut faire, mais comme Adam le disait tout à l'heure, nous sommes dans une situation d'état d'urgence sanitaire avec une baisse, j'allais dire, au niveau des activités économiques, ce qui fait que financièrement l'État aussi, au niveau du budget, est un peu coincé et ce n'est pas le moment où l'État peut faire certaines dépenses parce que la priorité aujourd'hui c'est la pandémie et puis la relance des activités après la pandémie, pendant et après la pandémie. Donc ça va être cela, c'est aujourd'hui ça la priorité. Et je pense que le syndicat devrait en tenir compte, ne serait-ce que pour offrir un temps de répit au gouvernement pendant cette période assez particulière-là. Et après, dès que les choses reprendront, ils pourront relancer avec les revendications. Alors, Adam, quelle incidence sur les apprenants? Nous avons vu dans ce pays, quand on parle de grève, les apprenants qui sortent dans les rues et autres, là, alors que nous savons que nous sommes en période de crise sanitaire, s'attrouper et autres, là, c'est d'autres contaminations. Quelle incidence sur les apprenants? Non, vous savez, la sortie sur le site est véritablement un cas isolé. Ça, je peux vous rassurer que ça, je ne crois pas que cela puisse encore se passer au Togo ici. Je pense que le gouvernement, en ce qui nous concerne, l'avait dit. Il n'y aura plus jamais de 19 août au Togo. Non, ça c'est politique. Mais il y a eu des garde-fous qui permettent véritablement d'expliquer le fait qu'on ne pourra pas avoir de 19 août. Cela ne veut pas dire qu'on va prendre la méthode forte pour expliquer, mais justement, les causes qui ont conduit à 19 août, et nous l'avons constaté. Vous avez vu avec tous ces cadres de concertation qu'on a eu jusqu'au jour d'aujourd'hui,
Et ça, cela explique évidemment qu'il serait difficile qu'on puisse véritablement donc arriver à une 19 août. Mais la sortie des élèves, ce que ça a causé par le passé, ça, c'est le fait que, d'abord, il n'y a pas de droit qui l'autorise. L'élève fait grève par rapport à quoi? Et aujourd'hui, je pense que l'État est beaucoup plus regardant. Ce n'est pas l'élève qui fait grève, mais non, l'élève réclame non. ses enseignants. On sait comment ça s'est passé. C'était des gens qu'on a instrumentalisés à pouvoir donc accompagner cette grève-là. Puis à un moment donné, l'État n'était pas à mesure de pouvoir honorer à tous ces engagements qui, à mon humble avis, étaient un peu de la surenchère. Donc, de toute la façon, il fallait donc instrumentaliser. Et il y avait des gens qu'on avait dénoncés. Mais à l'époque, bon, plus ou moins étant donné qu'on n'avait pas un ministre qui était véritablement comme ce qu'on connaissait aujourd'hui, les gens n'avaient pas été punis. Puisque lorsque vous avez des preuves, même si vous les exprimez au niveau des réseaux sociaux, cela est un canal de communication. On prend ça en compte et vous êtes aussi puni. Donc, de toute évidence, lorsqu'on lançait dans ces mots d'ordre de grève au niveau des réseaux sociaux, on estimait que cela n'était pas aujourd'hui comptabilisé à les prendre comme des opinions vraies pour punir qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens ont compris que même sur les réseaux sociaux, vous dites des choses, même ça peut vous rattraper. Donc, je pense que cette erreur-là ne va plus se glisser, disons, dans la pratique des grèves qui sont autorisées par nos tests. Maintenant, l'incidence, c'est que je le disais tantôt, lorsque nous prenons par exemple le Gabon, depuis qu'on a commencé la rentrée jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu véritablement d'un coup du fait que les gens, les enseignants ont estimé, voilà, il faudrait quand même que l'État puisse honorer un certain nombre d'engagements. Mais comme le disait Germain, lorsque on use tout sur cette arme-là, à un moment donné, vous n'avez plus d'issue. Et là, le gouvernement, lui, il a dit, voilà ce qu'il y a, et ce que vous réclamez, on l'aura, vous ne pourrez pas l'avoir parce que nous n'avons pas les moyens. Les pays peuvent être cités, il y a beaucoup d'autres pays également qui sont dans le cas. Et donc, je pense que l'incidence, surtout dans le cas de figure du Togo, l'incidence visible, je n'y vois pas. Et surtout, cette grève-là va passer inaperçue compte tenu du fait d'abord, on a déjà affecté beaucoup d'enseignants qui sont là et qui d'ailleurs même aujourd'hui ne peuvent pas directement se rallier donc à cette grève-là. Et l'effectif qu'il y a au niveau des volontaires est énorme. Et donc, ce qui reste, c'est justement pour venir pallier, disons, à leur nombre qui était pratiquement insuffisant. Donc, en termes, lorsque vous mesurez un peu en termes d'effectifs, ils sont minoritaires. Donc, l'impact serait véritablement pas visible, mais ce n'est pas le souhait de pouvoir véritablement voir, même s'ils sont 5 d'aller en grève, le souhait serait quand même de trouver des issues favorables. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même pas qu'on puisse donc faire de la surenchère à un moment où beaucoup de secteurs attendent. Beaucoup de secteurs attendent le gouvernement aujourd'hui, qui n'arrive pas au regard du fait qu'il n'y a pas de moyens à honorer donc à ces engagements. Et à partir du moment où vous avez le peu, il faudrait quand même qu'on pense aux autres avant même d'en arriver. Donc, en fait, il ne faudrait pas être trop égoïste. Alors, Germain, de notre côté, il y a la FESINTET qui ne compte pas se joindre à ce mouvement. Les syndicats seraient en train de se faire la guerre déjà. Parce que oui, il y a toujours eu ça. Tous les syndicats allaient en grève et un syndicat a fait une sortie pour dire qu'il... Oui, bon, vous savez que c'est la FUSEN, je pense, qui a lancé cette grève. Ça veut dire qu'elle n'avait pas l'accord des autres syndicats. Mais dans sa note, elle a cité les autres syndicats. Oui, bon, quand on cite les gens, même s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas envie de se désolidariser parce que ce qu'on revendique peut leur être bénéfique. Donc, mais en réalité, on sait qui a lancé cette grève-là. Et là, certains ont eu le courage, tout simplement, de dire non. Il faut qu'on pense à l'avenir des enfants. C'est pas que ce qu'on réclame n'est pas légitime, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut respecter nos engagements, faire les cours normalement en attendant de discuter. Et donc, ça a toujours été le cas dans le monde syndical. Il y en a qui montent là-bas trop haute, qui font trop de pression. Il y en a qui sont raisonnables et qui ont une conscience professionnelle assez accrue, qui pensent qu'on peut dialoguer et obtenir un certain nombre de choses sans avoir besoin de faire intervenir la grève à tout moment. Donc c'est sur quoi on assiste.
comme Madame le disait tout à l'heure, la tendance majoritaire, c'est d'assurer les cours. Donc, ce n'est pas temps d'aller en grève parce qu'il n'y a pas de réel motif pour aller en grève. Bon, il s'agit aussi pour certains syndicats, vous savez, quand on n'entend pas parler d'eux depuis pendant un temps, c'est comme si... Ce n'est pas bien. Voilà, ils veulent donner l'impression qu'ils ne sont pas, ils sont pas pro-gouvernement, ils ne sont pas corrompus, ils ne sont pas... Parce que vous savez, quand certains vont dans le cadre de dialogue, après on sort le relevé de conclusion, ils se disent, mais vous êtes allé, vous avez tout accepté, vous êtes entendu avec le gouvernement, c'est comme si vous accompagnez le gouvernement et vous avez laissé les revendications des travailleurs. Donc certains pensent qu'il faut secouer un peu le gouvernement, alors qu'aujourd'hui, le mécanisme qui est mis en place, qui a un cadre de concertation, normalement, il ne doit plus y avoir de grève. Parce que tous les sujets sont débattus, les promesses sont faites, suivi des faits, et vous constaterez qu'il n'y a plus de promesses mensongères. Depuis quelques années, avant, le gouvernement promet pour éviter les grèves. Après, il faut s'exécuter, c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, il y a un langage de vérité que certains syndicats apprécient parce que le gouvernement dit ça, on ne peut pas faire maintenant. On pourra le faire, on pense le faire, mais les contraintes budgétaires font que ça, on ne peut pas faire. Et ça, il faut en tenir compte. Je pense que c'est pourquoi, ouvertement, donc, les syndicats aujourd'hui se lèvent pour dire qu'ils ne s'associent pas. Mais la tendance générale est que la majorité des syndicats ne sont pas prêts pour aller à cette grève. Deux jours de salaire, c'est beaucoup. Hein. Même s'ils se retrouvent c'est énorme dans leurs revendications, ils ne sont pas prêts à aller à cette grève et donc on verra, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Peut-être 10 ou 15 000, ça peut cher en tout. Non, mais vous voyez même les enseignants qui, lorsque toute sommation faite, vous voyez, aller était véritablement virulent pour moins de 5 000 francs. Voyez-vous, et lorsque vous faites 2 jours de grève, on vous impute ça sur le salaire. Mais au-delà de ça, bon, pour ceux qui, depuis que le ministre Kokoroko est là, on connaît véritablement sa méthode. De toutes les façons, il y aura des noms qui vont être envoyés pour ceux qui n'étaient pas donc présents au cours. Et c'est vrai, ces noms-là, peut-être, c'est pour avoir des imputations sur les salaires. Mais au-delà de ça, lui également a des priorités. Ça peut également avoir des interférences dans des considérations qu'eux-mêmes vont exposer. Mais ils n'auront pas des motifs justificatifs pour soutenir cet argument-là que voilà, c'est parce que j'ai été en grève. De toutes les façons, les ministres est quand même libre de pouvoir affecter qui il veut, quand il veut, comment il veut. Et là, je pense que lorsque ce coup-là va tomber... On va peut-être vous prendre le Lomé à Diafanga. C'est un choix de toutes les façons. Nous terminons avec la revue de titres. Nous commençons avec Togo réveille ce maire-là qui fâche plus d'un depuis un certain temps. Des accompagnements dans le Golfe 5. Le maire Abouka apporte un éclairage. Oui, quelles sont ces raisons? Vous savez qu'il y a eu une opération la semaine dernière, lundi et jeudi, je crois. Voilà, pour désencombrer les rues donc, du Golfe 5. Et vous savez, il y a eu une réaction aussi qui a suivi de la part des populations et de l'opinion. Alors le maire a jugé utile de revenir expliquer parce que dans les explications, plusieurs estimaient qui n'ont pas été prévenus, ils ont été surpris par cette opération, tout ça. Et donc il a organisé une conférence de presse à laquelle notre journal a été invité, au cours de laquelle il a expliqué que c'est depuis plusieurs mois, voire 2 ans et plus. Donc, qu'il attire la sonnette d'alarme sur cette situation, sur les risques liés à l'occupation anarchique des voies publiques et puis sur la nécessité pour les occupants de dégager. Donc les sensibilisations ont été faites par la mairie, par les CDQ, par un certain nombre
de leaders sociaux, donc pour expliquer que en réalité c'est pas une décision surprise. Mais dans la foulée aussi, on a vu la sortie du ministre de l'administration territoriale qui a appelé à la suspension de cette activité-là. Donc c'est une opération qui a été diversement appréciée dans l'opinion. Certains étaient favorables par rapport aux désagréments que subissent les autres usagers de la route par rapport à ces occupations-là. Et d'autres estimaient que dans cette situation de crise sanitaire où les activités économiques sont au ralenti, le moment n'était pas bien choisi pour ce genre d'opération, même si les arguments du maire sont acceptés, approuvés. Le temps serait vraiment mal choisi. Alors, toujours est-il que le maire a donné ses précisions, un peu pour se dédouaner auprès de l'opinion et faire comprendre que ce n'est pas... Et que d'ailleurs, une semaine avant cette opération, il était déjà allé, quelques jours avant sur le terrain. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'opération est arrêtée parce que le ministre aussi, je pense, a pris le pouls de l'opinion. Et au moment où les responsables de cette commune entendaient poursuivre les opérations, donc c'est arrêté. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a aussi cette question de délimitation de frontières qui s'en a mêlé, le maire du Golfe 7 qui est aussi allé sur ces mêmes lieux donc pour essayer de reconforter les occupants qu'on a dégagés. Et donc aujourd'hui, le ministre a fait d'une pierre deux coups, de suspendre cette opération-là et de tenter aussi de régler cette épineuse question de la délimitation des communes, surtout dans le Grand Louvain. Alors, merci à vous, Germain. Adam, je sais que vous avez quelque chose à dire, mais oui, nous n'avons pas assez de temps. Je vais vous laisser vous exprimer par rapport à la 26e conférence des partis sur le climat, les COP 26. Vous avez parlé de l'adaptation, la résilience et la compensation. Quelle est l'impatience donc de l'Afrique dont vous parlez? Bon, vous savez, cette COP 26, c'est pratiquement une conférence test pour juger un peu les engagements pris lors de la conférence de Paris sur le climat. Et sur ces engagements-là, l'Afrique, il y a trois cas de figure, ou quasiment trois grands disons, pays qui sont occupés, parce qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'adaptation. Et lorsque vous prenez les pays de l'Afrique centrale, par exemple, c'est la compensation. Et lorsque vous prenez des pays comme l'Afrique du Sud, qui fait aussi partie des grands pollueurs, il occupe la 12e place également. Donc lui également doit contribuer par des efforts pour faire en sorte que les 100 milliards réclamés à partir de 2020, que l'Afrique n'a pas eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un goulot d'étranglement. Je pense que la plupart des chefs de l'État qui sont succédés depuis hier, donc depuis aujourd'hui jusqu'à demain, l'ont véritablement exprimé, puisque lorsque vous prenez pratiquement la plupart des pays africains ont subi les effets du changement climatique, sans pour autant que nous n'en soyons pas les plus grands pollueurs. Et je pense que sur la question, ils ont plus ou moins raison, mais la grande décision à l'ouverture de cette COP 26 était beaucoup plus salué le fait que lorsque nous prenons par exemple les pays de l'Afrique centrale, qui sont pratiquement aujourd'hui les ventilateurs du monde, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on les demande de prendre des engagements pour éviter que les forêts ne soient dévastées, puisque c'est aussi le cas qui est constaté, je pense que c'est une bonne chose. Et en compensation à ces cas-là, on a mis un montant sur la table. Il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale, il y a le Canada, il y a l'Amazonie, le Brésil, etc., qui sont concernés. Mais au même moment, lorsque nous prenons aujourd'hui nos pays, et surtout l'Afrique de l'Ouest, où il y a restauration par exemple de ce couvert végétal-là, il faudrait également qu'on puisse l'accompagner. On parle également du grand muraille végétal qui doit traverser le Sahel avec 11 pays, qui est un grand projet financé par la Banque mondiale et ses partenaires également.
la bienvenue pour restaurer en fait ce couvert végétal-là. Mais la grande question qui se pose, et ça normalement ça faisait partie d'un article qu'on devait écrire pour un peu contredire, disons, cette mairie. Cet article sera dans le prochain. Non, oui. Oui, le maire parlait donc de mairie verte, peut-être au détriment de la survie des populations, etc. Mais bon, nous avons voulu quand même le prendre au mot et contredire en réalité cet aspect de la chose, puisque c'est vrai, une chose est de construire des arbres, mais l'autre aspect également, la question environnementale, touche beaucoup de secteurs. Et lorsqu'on fait subir dans ces services-là à la population, oubliant que lorsque nous parlons de mairie verte, oui, j'avais même chuté, c'était très important, puisque c'est un sujet qui concerne en réalité, c'est un sujet normal que nous devons posséder. Ce n'est pas ici, c'est le politique qui va prendre des engagements, mais moi je pense que ces engagements-là doivent avoir des répercussions directes sur la population. Et lorsque, même au niveau même de nos éducations aujourd'hui, la question à mon avis, on n'appréhende pas la question dès le bas âge pour permettre véritablement donc à ces enfants-là de pouvoir mesurer l'ampleur des conséquences que nous allons subir d'ici 2050. On parle, je pense que nous l'avons cité quand même dans l'article, si nous ne prenons pas garde, d'ici 2050, on aura pratiquement une bonne partie de la planète qui ne serait pas vivable. Donc, vous voyez, c'est en ce sens que ces mesures-là sont prises. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate que rien n'est fait en ce sens-là. Vous avez quelques secondes, puisque la question des encombrements dans le Golfe 5... Oui, mais elle m'intéresse parce que c'est une question que j'ai eu aussi à traiter. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, lorsqu'on me dit, j'aimais essayer un peu de justifier le fait que il y a des motifs valables. On est d'accord, mais lorsque je ne sais pas justifier. Il a essayé de reprendre le maire. Oui, il a dit, même moi, pardon, j'ai pris seulement un cas. Lorsque vous voulez véritablement préserver la survie des populations, les gens ont des baraques que vous pouvez véritablement donc déplacer et leur permet peut-être d'aller s'installer ailleurs, que vous trouverez qu'ils ne sont pas. Mais vous rendez pratiquement ces baraques-là, disons, inexploitables. Est-ce que ça, quand même, il y a le sens humain qui a accompagné ces actes-là que, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, on peut les justifier. C'est vrai que lorsque vous passez au niveau des trottoirs, etc. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on puisse donc rendre inexploitable un baraque qu'on peut déplacer? Puisque c'est justement parce qu'on peut les déplacer qu'on a confectionné ça comme ça. Donc vous voyez véritablement que les justificatifs avancés par le maire ne tiennent pas la route. Parce que chaque fois de faire subir donc, de ces services-là à une population. C'est en ce sens que, d'ailleurs, même les gens avaient, à un moment donné, estimé qu'il y avait donc une combine entre lui et le ministre. Voilà pourquoi le chef de l'État était pratiquement interpellé dans cette situation-là. Heureusement que le ministre s'est rattrapé. Je pense que le maire n'aura plus à prendre de ces mesures impopulaires. Merci à vous, Adam. Merci à vous et aussi Germain Pouli. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivi. Rendez-vous jeudi à partir de 10h.